Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là sur cette conférence virtuelle grâce à la librairie Mola. J'en profite pour remercier notre service de communication qui est toujours très dynamique pour cela. Et donc le sujet de ce soir est dans l'actualité parfaitement. C'est un sujet sur l'endométriose avec beaucoup de questions sans doute qui se posent. Toutes ne seront pas résolues ce soir, on peut s'en douter. Mais je vais essayer de faire un panorama. C'est ce qui m'a été prévu de cette maladie. J'espère ne pas vous ennuyer et j'espère que ça répondra à certaines questions des patientes, même si je m'excuse d'avance, mon exposé est plutôt médical que littéraire. Alors dans ce temple de la littérature, j'ai un petit peu honte, mais je vais essayer de relever le défi. Donc on va tranquillement faire un peu ce panorama. Tout d'abord, l'endométriose est une maladie qui est liée à la présence d'un tissu de l'endomètre, de la muqueuse de l'utérus, qui finalement, au lieu de rester là ou de sortir au moment des règles, va aller en dehors de la cavité utérine. Et comme ce tissu n'est pas là au bon endroit, il va créer une inflammation et cette réaction inflammatoire, elle va générer des problèmes de douleur, elle va générer des problèmes d'adhérence puisque l'organisme va vouloir réagir à cette agression et on va donc avoir ces problèmes, ces symptômes liés à l'endométriose. Maladie très d'actualité ce mois-ci, mais vous voyez, très ancienne puisque décrite en 1860. Alors, dans le vocabulaire médical, on a plusieurs topographies de l'endométriose. Lorsque l'endométriose va juste à côté de chez elle, c'est-à-dire elle sort de la muqueuse pour aller dans le myomètre, on appelle ça une adénomiose. Lorsque l'endométriose va par la plupart du temps reflux des règles dans la cavité péritonéale, on va parler d'endométriose péritonéale, superficielle, c'est la plus commune. Et puis, elle va pouvoir aller investir des organes de façon plus importante, principalement les ovaires, on parle alors d'endométrium, ou les organes de voisinage qui sont surtout le tube digestif, parfois l'appareil urinaire. Et là, on va parler d'endométriose profonde. Vous voyez sur ce schéma, finalement, les localisations préférentielles sur une photo qui elle-même est normale pour le moment. Et nos organismes ont un flux péritonéal qui va de la gauche et de la droite. On est la plupart du temps debout, donc nos zones déclive sont ce qu'on appelle les cul-de-sac chez la femme, un cul-de-sac derrière l'utérus et un cul-de-sac en avant de l'utérus. C'est le cul-de-sac dit de Douglas, l'intestin. Je ne sais pas si vous voyez la flèche que je bouge. L'intestin donc est en arrière et en avant la vessie. Et donc l'endomètre va stagner à cet endroit-là et va s'implanter à cet endroit-là. Et schématiquement, on a des localisations, vous voyez, préférentielles qui suivent le flux péritonéal et qui suivent les zones déclive qui expliquent les localisations principales de l'endométriose. Alors, cette maladie, sa prévalence, c'est une question qui revient souvent, correspond à 10% des femmes. Qu'est-ce que ça représente, 10% des femmes? Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme maladie analogue? Pas du tout au même âge. On a par exemple le cancer du sein. Le cancer du sein, maladie fréquente, touche 10% des femmes. Une des questions qui revient souvent, c'est « Et si je suis infertile, douloureuse, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir cette maladie ?» Oui, quand on prend les populations de femmes douloureuses ou infertiles, on monte la prévalence de cette maladie. Et globalement, si vous êtes infertile, vous avez à peu près 30% de chances d'avoir de l'endométriose. Ça ne veut pas dire que l'endométriose est la cause de l'infertilité dans 30%. Ça veut dire qu'on va vous trouver une maladie qui est une cause principale ou une cause associée ou une cause de rencontre. La principale étiologie de l'infertilité chez la femme reste les troubles de l'ovulation et non pas l'endométriose. Le problème de cette maladie aussi, c'est que ses récurrences sont fréquentes. Elle est hormonodépendante. Une des questions posées aussi, c'est est-ce que j'aurai cette maladie toute ma vie? Non, vous n'aurez pas toute la vie la maladie, heureusement. Et ça finira par s'arrêter lorsque vous n'aurez plus de courant, comme moi aujourd'hui, ou lorsque vous n'aurez plus d'hormones, c'est-à-dire que vous êtes ménopausé. Et donc, j'en étais au problème de récurrence. Et quelque part, le taux de récurrence peut faire peur, environ 50% à 5 ans. Mais vous verrez qu'on a des moyens de diminuer les récurrences par la chirurgie, c'est sûr, mais aussi par le traitement médical au long cours.
On n'a pas de liaison nette entre les symptômes et l'étendue des lésions, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a très mal qu'on a beaucoup de choses, et vice-versa. Donc on a du mal à prédire la maladie rien qu'avec les symptômes. Enfin, le but de la médecine actuelle, c'est d'améliorer le diagnostic, d'améliorer le bilan. Si l'échographie reste l'examen de première intention, l'IRM est passé dans un examen maître, même s'il est de deuxième intention, dans cette prise en charge de l'endométriose. Alors très rapidement, vous allez voir, on va pas tout regarder en détail, parce que vous seriez déjà en train de prendre l'apéritif, alors que c'est plutôt l'heure de la fin du thé. En termes de physiopathologie, la théorie principale de la genèse de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle la théorie de Samson, 1920, qui est une théorie du reflux menstruel. On sait que les femmes, lorsqu'elles ont les règles, elles ont quasiment toutes un reflux menstruel par les trompes qui va dans la cavité péritonéale. Et ce reflux est en général minime et donc il est déjà peu important. D'autre part, le système immunitaire de la plupart des femmes comprend qu'il y a une anomalie qu'il faut évacuer et le système péritonéal est une sorte de filtre. Il met tout ça à la poubelle et puis on passe à autre chose. Alors que chez la femme endométriosique, peut-être parce que le reflux est excessif, peut-être parce que le milieu péritonéal, pour des raisons immunologiques ou génétiques, est permissif, eh bien, permet à ces implants d'endométriose d'adhérer. Et ensuite, si je mets des graines de gazon et qu'en plus je les arrose, l'eau, c'est les oestrogènes, eh bien, ils vont pousser et ils vont me donner une belle endométriose qui va petit à petit me générer des douleurs, des adhérences ou des masses. Voilà la théorie principale qui est sans doute responsable de 80% de l'endométriose. Donc, si je continue comme ça pour pas vous endormir, en dehors de la théorie de reflux menstruel qu'il faut retenir, on a inventé plein de théories. Vous voyez, des trucs médicaux qui sont pas très intéressants. Une des questions qui revient souvent, c'est: y a-t-il une hérédité forte? Il y a une tendance familiale à la maladie sans qu'elle soit obligatoire. On n'a jamais trouvé de gène. On a des familles avec plus d'endométriose. Tout ce qu'on sait, que par exemple, lorsque vous êtes jumelle homozygote, lorsque vous êtes jumelle homozygote, votre chance d'avoir, ou votre risque d'avoir une endométriose, si votre sœur jumelle là, c'est 50%. Donc, vous voyez, on a une hérédité, mais pas chez Madame tout le monde. On est plutôt malheureusement sur une maladie fréquente de la femme, tout simplement parce que la femme, elle a ce cycle hormonal et probablement ce reflux. Donc, malgré de nombreux travaux dans la littérature, on n'a pas vraiment les réponses certaines sur les étiologies. Et l'on voit, et dans la littérature que vous pourrez lire, ou dans les médias, que finalement, on rajoute à ces théories, et c'est l'époque, des théories environnementales et de l'environnement. Et dans l'environnement, on va remettre l'alimentation. Et surtout, ne faites pas comme la petite dame qui voudrait manger que des graines, parce que finalement, si vous croyez au régime dans l'endométriose, vous devez éviter trop de céréales. On y reviendra. C'était une question qui a été posée dans les postes avant l'exposé. Alors, voilà pour la présentation de cette maladie. Ensuite, ça donne quoi? C'est très connu, ça donne le problème en médecine de ce que l'on appelle une dysménorrhée. Dysménorrhée, c'est une douleur de règles. Alors, globalement, une douleur de règles plutôt importante, mais ça peut aussi donner d'autres choses, des douleurs des rapports, des douleurs chroniques. Et souvent, quand vous avez une douleur que vous n'arrivez pas à traiter, qui est menstruelle, quand vous n'arrivez pas à la traiter, la douleur se chronicise. Et un certain nombre de femmes, peut-être qui écoutent, savent qu'elles ont des douleurs chroniques. C'est devenu tout le temps. Et la réponse médicale n'est pas toujours parfaite. Et on est en train de chercher des moyens d'arriver à mieux expertiser, à mieux soulager ces phénomènes qui deviennent chroniques. Évidemment, l'infertilité est une porte d'entrée. Et puis, chez beaucoup de personnes, il n'y a pas de symptômes. L'examen, de la même façon, peut être soit normal, soit douloureux, soit avec une masse. Et on considère que cette maladie a été sous-médiatisée, a été sous-évaluée, la douleur a été banalisée, et les études médicales ont montré qu'il y avait un retard diagnostique fréquent qui peut aller jusqu'à 8 ans. Et ça a été à l'origine, entre guillemets, des combats, même si je n'aime pas ce mot, des combats des associations, pour que les patientes aient une idée de ce qu'elles puissent avoir et que les praticiens
s'intéresse aussi aux patientes au lieu de leur faire des réponses, comme vous le voyez sur le petit schéma humoristique, c'est-à-dire si vous avez mal, prenez un comprimé de plus. C'est sans doute pas la réponse médicale à apporter. En dehors donc de ces examens et de ces symptômes qui sont valables dans 50% des cas, finalement, c'est l'imagerie qui est essentielle et on doit offrir aux femmes une procédure en cas de douleur, d'expertise de leur douleur. Et cette première procédure démarre par une échographie vaginale, puisque les sondes vaginales intracavitaires sont très proches de l'utérus, très proches de l'arrière de l'utérus, qui est une zone préférentielle de maladie. Et donc, c'est un examen de première intention qui est secondé ensuite par un examen de deuxième intention qu'on pratique quand même beaucoup, qui est l'IRM. Et donc, dans cette dernière décennie, on part beaucoup de conduites à tenir sur l'imagerie sans aller à l'examen invasif, qui était la cœlioscopie, qui reste une référence, mais qui reste pas du tout indiquée chez la majorité des patientes. Alors, on passera rapidement sur cette diapositive illisible, c'est-à-dire que sur le plan des praticiens, des médecins, il y a des recommandations françaises de l'HAS faites par les sociétés savantes sur la prise en charge de l'endométriose. Ces recommandations sont assez récentes, vous voyez, de 2017. Et on redit aux praticiens quels sont les examens de première intention, quels sont les examens de deuxième intention. Un des challenges, c'est pas trop de savoir qu'est-ce qu'on fait comme examen, c'est d'arriver au niveau d'un territoire à ce que ces examens soient faits par des gens référents. Et vous ne pouvez pas considérer que tout le monde est référent. Vous ne pouvez pas non plus faire des goulots d'étranglement pour réserver ces examens à des centres hyper spécialisés. Et c'est toute la thématique en 2021 du gouvernement dans son message sur la prise en charge de l'endométriose, c'est aboutir à des réseaux transversaux pour améliorer globalement la qualité des soins, et la qualité des soins dans les centres experts étant déjà par définition correcte. Et donc, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Et vous verrez que l'on a créé en Aquitaine la semaine dernière, on a amorcé ce début d'idée d'améliorer la connaissance des patientes et des praticiens en endométriose. J'y reviendrai sur les dernières diapositives. Quelques images très rapides aussi par rapport à qu'est-ce qu'on peut voir. Alors, lorsqu'on a entre guillemets une boule, on voit mieux les boules que rien du tout. Et donc, vous voyez, lorsque vous avez des endométriomes, ça donne, là, vous avez un ovaire. Les zones noires sont des follicules normaux. Et vous avez un ovaire qui a un kyste de taille moyenne. Vous le voyez à deux endroits, en échographie, en IRM. Les diagnostics sont faciles quand c'est comme ça. Là, vous avez ce qu'on appelle une endométriose profonde postérieure. Là, si on n'explique rien à personne, ça dépend si elle est importante ou pas, mais c'est plus difficile. Globalement, on est en train de chercher des signes d'attraction. Et bien sûr, je pense que la majorité des personnes qui nous regardent ne sont pas habituées. On a ici... vous le voyez, sur des endométrioses profondes, ne vous focalisez que sur ces deux images. Vous voyez qu'en IRM, ici, on a un utérus qui est un peu tordu par les adhérences. Et puis en arrière, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, sur vos ordinateurs, mais vous avez ici une zone noire qui est un nodule. Et vous avez l'impression que ce nodule, il attire. Vous voyez, il y a comme un trou noir qui attire les vaisseaux spatiaux, là. Et donc, vous avez tout ça, l'intestin qui est attiré, qui se fait manger petit à petit. Et donc, on va avoir un envahissement plus ou moins important. C'est ce qu'on appelle endométriose profonde. Sur d'autres coupes, ça donnera, vous voyez, des sortes d'épaississements et de ponts entre la lumière digestive et l'arrière de l'utérus que l'on appelle le torus, qui est le col. Alors, on peut multiplier les images à l'infini. Ici, des images de nodules antérieurs. Ici, des images faciles à diagnostiquer quand on est habitué. C'est une adénomiose. L'adénomiose peut simuler le fibrome. Vous voyez ici, c'est une adénomiose localisée. Attention aux chirurgiens de ne pas se tromper parce que c'est pas tout à fait la même prise en charge. L'adénomiose peut être également diffuse, source souvent de règles douloureuses et abondantes. Et vous voyez sur ce schéma-là, vous aviez un utérus qui était tout mité, qui était un peu trop gros, ça s'aggrave, qui était tout mité et qui avait des points blancs. Les points blancs sont les îlots d'endométriose. Et donc, on va passer finalement à la prise en charge thérapeutique, sachant que soit je resterai avec mon diagnostic en image et je n'arriverai pas à plus, soit je ferai une cœlioscopie pour différentes raisons et je classerai la maladie. Et donc, si j'ai fait des classifications, j'aurai soit des classifications
classiques en stade 1, 2, 3, 4 que beaucoup d'entre vous, si vous sont intéressés par l'endométriose, connaissent, soit des classifications qui viennent plutôt de classifications pour évaluer la fertilité, qui s'appellent des classifications EFI. Et donc, on va partir sur la prise en charge maintenant thérapeutique. Maintenant que j'ai fini un peu mon rappel, mes exemples. Et donc, sur la prise en charge thérapeutique, on a souvent au démarrage une prise en charge médicale. Et cette prise en charge médicale est donc très efficace sur les symptômes douloureux. Vous voyez sur ce diaporama, évidemment qu'il est moins dangereux, jusqu'à preuve du contraire, de prendre un médicament que de se faire opérer par un chirurgien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, qu'on a un choix thérapeutique théoriquement multiple, mais en fait, actuellement, en 2021, la prise en charge principale de l'endométriose, c'est des traitements hormonaux. Et donc, puisqu'on utilise des traitements hormonaux, on aura des effets secondaires de type hormonaux, et on aura aussi des conséquences des traitements hormonaux. C'est que toute personne qui veut un enfant ne pourra pas prendre ces traitements hormonaux, puisque ça lui bloquera son ovulation. Donc, on aura souvent une dichotomie à une prise en charge un peu plus chirurgicale en cas de désir d'enfant et d'endométriose, et une prise en charge plus médicale en cas d'absence de désir d'enfant. Les traitements hormonaux sont de première intention, sont définis dans les recommandations HAS. Vous voyez qu'il y a deux médicaments de première intention qui sont la contraception œstroprogestative et qui sont les dispositifs intra-utérins ou lévonorgestrel. Celui qui est dosé à 52 mg s'appelle le Mirena. Et on a des traitements hormonaux de deuxième intention par rapport aux âges des patientes, par rapport aux tolérances des patientes, par rapport aux effets thérapeutiques de ces médicaments. Vous les voyez listés ici. En gros, vous prenez tous les médicaments hormonaux qui abaissent le niveau hormonal chez la femme, et donc contraception microprogestative, contraception par implant, contraception par agoniste de la GnRH, le plus connu est le décapeptyle, ou contraception par un progestatif qui a l'AMM de dernière génération, enfin commence déjà à dater de quelques années, qui s'appelle le Dienogest. Donc le choix de ces médicaments va être fonction bien sûr de la maladie, mais ils sont à peu près tous équivalents, va dépendre aussi de ce qui a déjà utilisé, des échecs et des contre-indications. Et donc les œstroprogestatifs ont plus de contre-indications artérielles et veineuses que les autres. Par contre, ils peuvent être mieux tolérés que certains autres. Et donc, on considère qu'on va commencer par des produits plutôt œstroprogestatifs si la femme a plutôt moins de 35 ans, qu'elle ne fume pas forcément. Et on va utiliser des produits de deuxième génération remboursés qui ont été très éprouvés. Voilà pour ce qui est de ces médicaments hormonaux qui sont vraiment de la première indication, et ils sont efficaces qu'on les prenne en continu ou en discontinu. C'est sûr qu'en continu, ils ont tendance à être plus efficace, pas forcément sur la maladie, mais sur les symptômes, puisqu'une femme qui prendra ces produits en continu n'aura plus de règles. Évidemment que si elle a des douleurs de règles, le fait de supprimer les règles lui arrangera ses symptômes. Donc on a une tendance à pas mal prescrire en continu, même si c'est pas obligatoire. Le stérilet, le SIU, le stérilet au lévonorgestrel, est une bonne indication médicale, théorique et pratique. Après, on n'est pas sur les mêmes patientes. Vous le voyez, on doit s'adapter aux patientes, aux âges des patientes, aux demandes des patientes. Et donc, ces SIU vont concerner pas forcément les mêmes tranches d'âge, pas forcément les mêmes symptômes. Ils vont surtout être là pour les règles abondantes et pour les douleurs de règles. Et le seul SIU thérapeutique est celui qui est fortement dosé, celui qui est à 52 mg. Le focus, je n'ai pas passé tous les médicaments, tout le monde serait endormi. Le focus est actuellement, depuis quelque temps, sur ce fameux Dienogest. Ce Dienogest est de la classe des macroprogestatifs. Il a été bien évalué, c'est pour ça qu'il est proposé dans cette indication. Il était très cher il y a 2-3 ans quand il n'était pas génériqué, et comme il est génériqué, là, en France, on a la chance d'avoir ces médicaments remboursés, et c'est donc pas un obstacle à sa prise, qui doit être, elle, continue. Tous les macroprogestatifs, la plupart du temps, se mettent en continu. Il a montré son efficacité sur les douleurs, et même un certain effet rémanent, avec des douleurs qui restent correctes 1 an après l'arrêt.
En principe, il n'y a pas de grossesse, mais officiellement, ce médicament n'a pas une AMM contraception. Donc, suivant qui vous le prescrit, suivant à qui vous adressez, on peut vous demander de faire une contraception mécanique ou pas. C'est à l'appréciation, je dirais, du médecin et de la patiente. Je n'irai pas non plus loin sur les traitements d'endométriose par analogue de la GnRH. C'est pas des traitements au long cours, c'est des traitements utilisés en cas d'échec d'autres traitements ou qui permettent de passer des caps, qui sont utilisés en fécondation in vitro. C'est sans doute pas l'intérêt de cette soirée. Quand les autres traitements médicaux, je vais aussi les effleurer. Il est évident qu'on est face à une maladie douloureuse. Donc évidemment, on va tendance à prescrire des antalgiques de premier palier. Ces antalgiques sont tellement anciens qu'on ne dispose pas d'études prouvant leur efficacité, vous le voyez. Et puis lorsque ça suffit pas, on va monter les antalgiques avec des paliers 2, des paliers 3, avec le problème de ces antalgiques de palier supérieur, c'est qui contiennent des opoïdes, c'est la tolérance digestive essentiellement ou tolérance neurologique. Et donc, on n'a pas non plus la panacée là-dessus. Les anti-inflammatoires au long cours ne sont pas recommandés. Et les autres médicaments que vous voyez en bas sont des traitements utilisés pour les douleurs au long cours. Ils ont également des effets secondaires. Ils vont être indiqués lorsque la patiente aura soit eu un avis multidisciplinaire, soit un hôpital de jour endométriose, soit lorsqu'elle sera prise en charge dans un centre antidouleur. Ça fait partie de la pharmacopée en même temps que d'autres traitements que l'on voit sur cette diapo qui vont aider à la prise en charge douloureuse de la maladie. Et vous voyez sur cette diapositive que il existe beaucoup d'alternatives parce que la médecine classique, elle n'est pas bonne, elle ne résout pas le problème d'algie pelvienne chronique. Une partie de ces algies sont peut-être ou sans doute provoquée par l'endométriose, mais on a une connotation digestive, on a une connotation de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, et c'est pour ça que on va proposer dans les dernières années, même si on l'a pas prouvé, éventuellement des modifications de régime, vous le voyez, ou des techniques de médecine ou de techniques alternatives de relaxation, vous voyez, ostéopathie, du yoga, de l'acupuncture, des techniques également de modulation périphérique, de neuromodulation. Là aussi, le progrès sera sans doute de pouvoir expertiser les patients vraiment avec les algies pelviennes chroniques dans des centres de référence pour essayer de leur proposer la meilleure prise en charge ou disons la moins mauvaise. En ce qui concerne les régimes alimentaires, il y avait dans le le pré-exposé des questions. Je suis pas un spécialiste de la diététique, donc il faudra se référer aux grands diététiciens ou aux ouvrages proposés dans les librairies. Qui sont nombreux. Il faut retenir une chose, mais on va plutôt dans le sens des recommandations actuelles. Et maintenant que j'ai élargi mon vocabulaire des régimes il y a peu sur le régime flexitarien, moi je vous conseille pour l'endométriose, ça n'engage que moi, un régime flexitarien. C'est-à-dire vous restez sur un régime équilibré et quelque part vous diminuez les viandes. Vous diminuez les graisses animales, vous diminuez les viandes et globalement une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez évité les fritures, une fois qu'éventuellement, si vous trouvez que vous ne digérez pas le lait, que vous avez essayé de faire un régime plus ou moins sans gluten ou sans lactose, bah avec ça, vous avez réglé votre problème. Et surtout, si vous n'y arrivez pas toute seule, bah consultez ou lisez. Ne venez pas me voir, moi, pour le régime, parce que je vous dis, à part m'appliquer à moi-même aussi le régime flexitarien pour d'autres raisons, je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses-là, mais je pense que c'est intéressant dans la prise en charge alternative de cette maladie en particulier. Ça, je vous ai fait donc le panorama médical. Ensuite, il y a le panorama chirurgical. La chirurgie est toujours utile. Elle est d'autant utile, soit parce que c'est très grave, et il va bien falloir que les médicaments ne vont pas nettoyer des masses abdominales, soit au contraire lorsque c'est pas trop grave. Parce que quand c'est pas trop grave, la chirurgie ne va pas tout casser, va libérer des adhérences et va faciliter la fertilité. Donc paradoxalement, il n'y a pas de recette à vous donner, c'est-à-dire c'est pas toujours chirurgie et c'est pas jamais chirurgie. Et donc, le traitement chirurgical peut être indiqué dans les cas de figure
dont je vous ai déjà parlé, hein, on va pas recommencer. Et quelque part, lorsqu'on fait des exposés médicaux, et c'est pas le lieu ce soir, donc on va passer assez vite. Je voudrais simplement vous faire comprendre, j'espère, le concept. On va passer sur... Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'animation. On va passer plutôt sur des consignes qui s'adaptent à des problèmes. On n'est pas en train de soigner des images, on n'est pas en train de soigner une maladie, on est en train de soigner des problèmes. Et là, vous voyez, par exemple, dans le cas d'une maladie qui n'est pas énorme, qu'on ne voit pas forcément, on est sur un problème de douleur. Eh bien, mon problème de douleur, schématiquement, soit j'ai envie d'avoir un enfant, soit j'en ai pas envie pour le moment. Ben, si j'en ai pas envie, il faut qu'on essaie de ne pas m'opérer. Il faut qu'on me fasse le meilleur diagnostic possible, éventuellement en allant jusqu'à l'IRM. Et puis, on essaie, à coûte que coûte, un traitement médical. Lorsque je veux un désir d'enfant et que j'ai mal, ben, finalement, j'essaie de faire un bilan médical aussi, mais en cas d'endométriose modérée ou de suspicion d'adhérence ou de kyste modéré, je vais pouvoir aller vers la chirurgie qui va me faire un point, m'augmenter mes chances de fertilité et avant que je passe, un an après, si je n'ai pas réussi, et fonction de mon âge, dans des techniques d'assistance médicale à procréation. Ça vous donne une idée de ce que c'est. Alors, j'avais prévu un peu de film, mais c'est pas très intéressant. On va passer 3 minutes. J'espère que vous voyez, par exemple, ici, j'ai l'utérus. Et vous voyez, dans ce bilan-là, quand on parle d'endométriose, ça peut être simplement quelques points bleus. Et puis, ces points bleus, lorsqu'ils sont plus gros, ils donnent des attractions. Vous voyez, ça crée des adhérences. Et si c'est au mauvais endroit, ça pourra boucher des trompes. Ça pourra faire mal si c'est accroché sur l'intestin. Et par contre, si vous avez des tout petits points bleus, c'est pas étonnant que vous vous plaigniez de rien. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi des femmes développent la maladie et pourquoi des femmes ne développent pas la maladie. Donc, on n'a pas la preuve qu'une maladie légère va devenir grave. On sait qu'il y a des gens qui ont des maladies légères et des personnes qui ont des maladies graves. On ne sait pas quelle est la méthode de passage et on n'est pas prêt de le savoir. Donc, on doit dépister pour traiter, mais pas forcément pour éviter les formes graves. Il faut plutôt soigner le plus vite possible les formes graves. Donc vous voyez, on va arrêter de passer un film où on voit de la fumée et un instrument d'énergie qui va détruire l'endométriose. Ça, c'est une endométriose donc superficielle. Et puis, je vais me retrouver dans d'autres cas dans un kyste. Et si j'ai un kyste isolé, bah, soit je vais rien faire parce que j'ai pas mal, je ne demande rien, soit je vais essayer qu'il ne grossisse pas avec un traitement médical. Mais aussi, s'il est isolé, s'il est plutôt facile à traiter, je vais me poser la question d'une chirurgie. Lorsque le kyste est bilatéral, là, ça va beaucoup freiner les chirurgiens. Parce qu'un kyste bilatéral, le chirurgien, il va toucher aux 2 ovaires. Et s'il touche aux 2 ovaires, il va diminuer le nombre de follicules, même s'il est doué, il va diminuer le nombre de follicules ovariens et donc potentiellement aggraver la réserve ovarienne de la patiente et donc potentiellement diminuer sa fertilité. Donc on ne se jettera pas sur les kystes bilatéraux et au contraire, depuis quelques années en France, c'est une indication principale de proposer une préservation de la fertilité. Ça va être une diapo d'après. Et si on opère, d'économiser le plus possible les ovaires, pas forcément de tout enlever, mais de détruire tout en n'enlevant pas trop de parenchyme ovarien. Enfin, lorsque l'endométrium est associé à une maladie profonde, c'est 50% des cas, il est recommandé aux chirurgiens de ne pas partir la fleur au fusil et de faire un bilan complémentaire, de présenter ces dossiers dans des réunions multidisciplinaires qui sont en train de fleurir dans toutes les grandes villes, elles étaient déjà là, mais dans les villes moyennes, pour que les patientes soient traitées de façon la plus homogène possible. Alors, vous voyez ici, par exemple, ce que ça peut être un kyste. Là aussi, je vous passe pas le film parce que ça termine dans le sang. Mais vous voyez ce que ça peut donner. C'est la même patiente. Vous voyez, cette patiente a une endométriose de stade 4 avec une endométriose importante. Et vous avez vu le kyste. Là, je vous repasse les mêmes images. Vous avez vu au début une masse blanche très importante qui est le kyste d'endométriose. Vous voyez, ça colle. L'intestin, ça c'est le gros intestin colle. Vous voyez, on vient de lever l'utérus et rien ne bouge dans un ventre normal. Tout se balade. Et là, vous avez une volumineuse masse kystique de type bénigne avec des adhérences un peu partout à droite à gauche. Vous comprenez bien que ça, potentiellement, ça fait mal et potentiellement, ça impacte la fertilité. Et potentiellement, vous ne devez pas y aller avec un char d'assaut pour tout nettoyer. Parce que si vous nettoyez tout, il n'y aura plus d'ovaires.
faire. Donc vous devez trouver un compromis entre traiter la maladie et préserver la fertilité de la femme. Donc, ça me permet, depuis être en diaporama, de ne pas vous montrer vaguement qu'on pourrait choisir plusieurs sortes de traitements pour les kystes. Le message pour les endométriomes, c'est il est impératif de penser à la préservation de la fertilité par congélation ovocytaire dans l'endométriose, surtout dans 2 cas qui sont validés en France. C'est les endométriomes bilatéraux et c'est les endométriomes récidivants. Si vous n'arrêtez pas de toucher à des ovaires, ils vont finir par être de plus en plus petits, à moins bien marcher. Donc, il ne faut pas que guérir les patientes, il faut aussi préserver leur désir de fertilité. Et donc, vous devez proposer cette préservation de fertilité. Alors, pour les patientes, c'est pas tout rose non plus, parce que finalement, une patiente peut venir pour se faire opérer. Finalement, elle est inquiète de ce qu'on lui dit. Et finalement, au lieu de l'opérer un jour sur rendez-vous, on lui dit maintenant, on va vous faire une FIV, c'est-à-dire qu'on va vous stimuler pendant 15 jours, 3 semaines. Puis, alors que vous avez déjà mal, et qu'on va ensuite vous ponctionner pour préserver vos ovocytes. Et si on n'en a pas assez, on va recommencer une deuxième fois. Donc vous voyez que c'est une méthode positive et qu'il faut s'en servir chez les femmes jeunes, mais que quelque part, c'est quand même une méthode qui impacte la vie des patientes. Et donc, il ne faut pas non plus proposer cette préservation de la fertilité à toute femme qui aurait un kyste peu important endométriosique unilatéral. C'est toutes les discussions médicales des réunions pluridisciplinaires. Les préservations de la fertilité sont multiples. Vous aurez peut-être une conférence un autre jour sur tout ça. En tout cas, pour l'endométriose, on utilise la cryopréservation d'ovocytes matures. Cette cryopréservation nécessite 15 jours de stimulation, 3 à 4 échographies dans les cycles pour arriver à se faire ponctionner par voie vaginale les follicules pour les vitrifier pour un usage ultérieur. Donc vous voyez que la panoplie s'est agrandie, mais la prise en charge peut être plus ou moins lourde. Et donc, dans l'endométriose profonde, vous voyez, c'est le dernier arbre de décision que je vous montrerai. Tout part de bilan d'extension, de désir ou non de grossesse, de douleur ou pas de douleur, pour voir si on va vers une abstention, vers une assistance médicale à la procréation de type insémination ou fécondation in vitro, ou si on va vers un traitement chirurgical. Et donc, le message là, c'est de nos jours, les patientes qui ont une endométriose recto-vaginale, leur dossier doit faire l'objet d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permettra de leur donner un plan thérapeutique, une stratégie qui tiendra compte, donc vous le voyez, de la douleur, des examens complémentaires, de l'éventuel désir de grossesse, du choix de la patiente. Donc on peut pas dire mieux. Et donc on a fini cette prise en charge thérapeutique, on va aboutir au dernier versant, c'est-à-dire que une fois que j'ai traité, si c'est le traitement médical, je suis obligé, c'est l'ennui du traitement médical, je vais être obligé de le continuer longtemps a priori, puisque je peux faire des fenêtres thérapeutiques, voir si la maladie s'arrange, mais sinon je vais maintenir le traitement pendant des mois, voire des années. Et les femmes qui ont de l'endométriose sont inquiètes d'arrêter le traitement. On ne sait plus d'ailleurs si la maladie est calme parce que la maladie n'évolue pas, ou si c'est grâce au traitement. Donc, les médecins veulent souvent essayer d'arrêter, pas forcément les patientes. N'empêche que ça maintient un traitement pendant longtemps. Et donc, on va aboutir dans le parcours à de la chirurgie, qui a quand même aussi le mérite d'être efficace. Ce qu'on peut dire, cette diapositive est un peu trop compliquée par rapport à un exposé du type de ce soir, c'est que le taux de récidive est influencé par très nombreux facteurs démographiques, médicaux. Et donc, on va passer très vite. Je vous ai schématisé les facteurs de récidive de cette maladie. Les facteurs de risque de récurrence sont le fait d'avoir une chirurgie. C'est sûr que vous êtes malade, vous risquez d'avoir de nouveau une maladie. C'est pas un scoop. Deuxièmement, si vous avez une maladie diffuse, si vous avez des kystes bilatéraux, ils vont plus revenir que si vous n'en avez pas. Et ensuite, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est comme ça. Le plus c'est grave, plus vous risquez de récidiver, puisque les scores AFS, si vous avez une maladie diffuse, on n'arrivera jamais à tout vous l'enlever. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Les facteurs protecteurs, c'est si vous avez réussi à avoir une grossesse en post-opératoire, ça veut dire que la maladie a été mieux contrôlée, mieux gérée. L'âge, c'est sûr aussi que si vous êtes arrivé à la ménopause, ça va s'arrêter. Et puis, c'est la grande question qu'on pose toujours, c'est l'efficacité du traitement médical post-opératoire. On vit, en tout cas, c'est certain pour les kystes, pour les endométriomes, que le traitement médical post-opératoire à long terme diminue significativement le taux des récurrences, surtout des endométriomes, mais aussi, c'est vrai, dans l'endométriose péritonéale et profonde. Donc, les recommandations médicales, si vous ne souhaitez pas d'enfant après un traitement chirurgical, c'est de vous maintenir pour abaisser les taux hormonaux, pour stimuler moins l'endométriose, c'est vous maintenir sous une contraception, quelle qu'elle soit, vous voyez, œstroprogestative,
progestative ou SIU au lévonorgestrel. Et si on me posait la question, j'y réponds avant qu'on me le pose, je vais pas faire de miracle, je vais globalement diminuer de 30% mon niveau de récidive en faisant ce traitement au long cours. Donc voilà, on a fini la prise en charge en fonction des douleurs, beaucoup, du type d'endométriose. Et maintenant, juste un petit mot sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème d'infertilité. Bien finalement, on a deux portes d'entrée dans cette maladie à ce moment-là. Soit je suis une patiente qui a une endométriose connue, souvent expertisée chirurgicalement, et je n'arrive pas à être enceinte, et je consulte pour ça. Soit, puisque je ne suis pas enceinte, on me fait des examens, on me trouve de l'endométriose, et je n'ai jamais été opérée. Vous voyez, schématiquement, on est dans deux situations. Et donc, lorsque mon endométriose est connue, on est souvent dans une stratégie thérapeutique post-opératoire. On connaît déjà le stade et donc on va s'adapter au stade quelque part. On va surtout pas mettre de traitement médical post-opératoire parce que si je commence à empêcher la femme d'ovuler, eh ben elle va déjà prendre du retard. C'est la théorie du lièvre et de la tortue. Si déjà je pars avec 6 mois de retard sur les autres, j'aurai moins de grossesse. Donc on ne fait pas de traitement médical chez les femmes qui viennent d'être opérées, qui veulent avoir un enfant. Inversement, donc chez les femmes qui n'ont pas été opérées, c'est toute la stratégie de définir est-ce qu'on m'opère ou est-ce qu'on me passe en AMP d'emblée en fonction finalement de la gravité de la maladie. Schématiquement, on opérera plutôt des cas initiaux, jamais opérés, plutôt de petits stades, et on n'opérera pas, mais encore que ça se discute au cas par cas, d'où l'intérêt des réunions multidisciplinaires. On ira plutôt vers l'AMP. Les symptômes jouent aussi. Vous pensez bien que si une femme se tord de douleur, on va pas en plus aggraver ses douleurs avec des stimulations pour faire des fécondations in vitro, qu'il va d'abord falloir gérer les douleurs avant de gérer le désir d'enfant. Mais schématiquement, on s'adapte un peu avec ça. Lorsque vous avez une maladie de petit stade 1 et 2, finalement, c'est comme si vous l'aviez pas en infertilité, c'est-à-dire qu'on vous prend en charge comme une infertilité inexpliquée, c'est-à-dire qu'on va augmenter votre risque de grossesse en vous stimulant et en faisant plus ou moins des inséminations avec le sperme du conjoint. Lorsque vous avez un stade plus important, vous irez soit à la FIV d'emblée, soit à la chirurgie, et donc ça sera fonction du douleur, des stades, des possibilités thérapeutiques et du nombre d'échecs éventuels que vous avez dans votre parcours d'infertilité. Alors vous imaginez, ça veut dire que dans votre tête, il faudrait avoir un truc comme ça. Eh bien ça, laissez-le au comité multidisciplinaire. Ils ont été fabriqués pour gérer ça. Eh bien, on verra un autre jour. Et donc, j'espère ne pas vous avoir trop lassé. Je vais finir par 3-4 diapositives de conclusion. J'espère avoir été clair et ne pas trop avoir été confus dans un exposé qui est sans doute trop médical, mais qui se veut voir un peu aborder l'ensemble des sujets, peut-être un peu trop sans être focalisé. Et moi, je vous dis, on manque pas de littérature. C'est quand même un temple de la littérature ici. Je ne pouvais finir qu'en disant qu'on ne manque pas de la littérature. Alors, de la littérature médicale, ça n'arrête pas. Et vous voyez, ça, c'est nos bases de données médicales. Vous, si vous regardez avec avec des bonnes lunettes, vous avez des yeux très jeunes. Vous voyez que rien qu'en faisant une recherche sur une base de données médicale, j'ai 24 756 articles. Je risque pas de les avoir tous lus. Et on peut pas dire qu'on cherche pas. C'est pas pour ça qu'on arrive à tout, mais en tout cas, on cherche. Et donc, je résistais pas au plaisir de vous montrer qu'il y a aussi de la littérature globale là-dessus. Moi, j'ai pris des petits photos de ce livre de Gribouillis qui est paru récemment sur l'endométriose, qu'une patiente m'avait montré. Et ça, pour moi, ça m'égayait un peu le système. Bien sûr, l'endométriose est un combat, mais enfin, dans un combat, il y a des vainqueurs et des gens heureux. Donc, on peut pas tout le temps promotionner, tout le temps, là, vous voyez, des douleurs, des douleurs, des douleurs. Bon, le message est que tout le monde n'a pas des douleurs et encore heureux. Ça permet aussi de voir que dans la littérature, vous pourrez trouver des choses, si ça vous intéresse, sur les alimentations. Vous pourrez témoigner des témoignages de patientes. Vous aurez des choses très bien faites qui ont été faites par les associations de patientes, la plus grosse étant celle d'Endo-France. Vous pourrez aussi voir que le retentissement dont j'ai pas parlé aujourd'hui sur le couple, sur le côté sexuel, il n'est pas négligeable. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a tout le temps mal ou qui n'arrive pas à avoir un enfant, et surtout les douleurs, arrive à avoir une vie forcément épanouie au niveau sexuel? Et donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas passer
sous silence. Et effectivement, il faut sortir des barbelés de l'endométriose pour arriver à d'autres solutions. Mais ça, encore une fois, je suis pas compétent. Si c'était en présentiel, vous verriez sans doute ici, à la librairie Mola, le nombre de littérature qu'il y a sur ce sujet-là. Donc, ma dernière conclusion, pratiquement, c'est celle-là. Finalement, lorsqu'on a choisi, il y a 2 mois, ce sujet, on savait pas complètement l'avenir, comme le gouvernement d'ailleurs. Mais le gouvernement, sous la pression des associations, des professionnels, des associations, finalement a trouvé que c'était le moment, que c'était mûr pour passer à une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et vous avez ici un extrait de l'allocution du ministre de la Santé, Monsieur Véran, le 12 mars 2021, qui dit allez, soyez innovants, soyez créatifs, bousculez-nous. On va voir ce qu'on arrive à faire, sorti de là, mais innover. Et donc, comme on a passé ça, finalement, on est passé d'un concept pyramidal où il faut des grands centres d'excellence, où on est sûr de pas se tromper, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il faudra tous venir nous voir dans les régions pour ça, à un niveau, grâce aux associations, sans doute, à un niveau plutôt transversal, c'est-à-dire améliorons, c'est ce que je vous disais en introduction, améliorer la qualité des soins, améliorons l'image du diagnostic possible, tout en ne faisant pas du surdiagnostic ni du sous-diagnostic, que les médecins fassent des examens un peu plus fiables qui permettent des décisions meilleures. Ça, c'est pour et qu'on s'intéresse aux patientes et qu'on les écoute, puisque on a régulièrement des patientes qui peuvent admettre qu'on n'a pas des solutions à tout, mais les patientes ont du mal à penser que ça nous a pas intéressés. Et donc, le rôle et le devoir des médecins, c'est de s'intéresser aux symptômes de toutes ces jeunes femmes. Les praticiens, eux, de leur côté médical, technique, doivent à peu près savoir qu'est-ce qu'ils doivent prescrire et qu'est-ce qu'ils doivent en retenir. Ils doivent pouvoir s'adresser sans faire 100 km à des centres intermédiaires de recours. Les radiologues ont un rôle majeur, mais c'est un problème d'organisation d'un réseau. Et donc, c'est pour cela qu'on a choisi en France, en 2021, de créer des réseaux. C'était la demande du gouvernement et des praticiens. Et donc, la Nouvelle-Aquitaine, vendredi 30 avril, a été la 2e région de France à créer un réseau qui s'appelle AFENA, dont vous allez entendre parler prochainement, sous l'égide du directeur de l'Agence régionale de santé, qui en Aquitaine a toujours été motivé, même lorsqu'il était à d'autres postes, pour l'endométriose, à créer ce réseau. Et il y a 4 membres fondateurs. J'aurais honte si je ne citais pas les 4 membres fondateurs, qui représentent donc pour moi-même le CHU de Bordeaux, pour le privé et le professeur Horace Roman, qui a un institut de prise en charge de l'endométriose de renommée internationale et qui est maintenant à Bordeaux, à la clinique Tivoli. Et puis mes 2 collègues, puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine, mes 2 collègues, le professeur Xavier Fritel de Poitiers et le professeur Tristan Gauthier de Limoges, on fait partie de la cheville ouvrière qui crée cette association qui s'est bien sûr, ça c'est de la cuisine, vous me direz politique, mais c'est nécessaire à faire avancer les choses, qui a fondé un bureau avec des médecins extérieurs, des gens non médecins, avec des responsables d'établissement, avec des représentants de patientes, pour proposer dans les mois à venir, on s'est donné à l'année pour arriver à être opérationnel, à proposer une amélioration de la formation, une amélioration de la lisibilité et de la qualité des examens en Aquitaine, pour aboutir un peu à ce genre de diagramme qu'a beaucoup présenté le professeur Chaperon, qui est en endométriose une référence maintenant nationale, voire internationale, avec l'idée qu'on doit prendre des problèmes un à un et ne pas saucissonner toujours des actes. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de voir que tout ne va pas aller toujours à faire un diagnostic simple pour aller à une chirurgie, puis se reposer, puis aller à une chirurgie, puis autre chose, puis une chirurgie. L'idée, c'est de minimiser les chirurgies et de les faire au bon moment, parce que ça, les femmes, elles auront moins d'agression du côté médical, et puisqu'elles auront mieux d'agression, et je finirai comme ça, au lieu de vous présenter des barbelés, je vous présenterai des personnes heureuses et avec un couple heureux. Et c'est là-dessus que j'aurais voulu finir. Je vous remercie pour votre attention.